Bonsoir ou rebonsoir. L'alcool étant au menu de la partie de Jessica, l'alcool sera également au menu de ma partie, puisqu'on va parler avec Amélie Fricaire. Bonsoir. Bonsoir. Comment faire de la prévention, comment diminuer l'alcool au volant. Et que l'alcool ne soit plus au menu du jour, quand même. À la carte. À la carte. J'allais dire que c'est bizarre, plus on en parle, plus on a l'impression que quelque part, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de prendre de l'alcool pour... Alors, si on regarde les chiffres, donc au niveau de la consommation générale d'alcool, à La Réunion comme à Métropole, globalement, la consommation générale d'alcool a plutôt tendance à diminuer. C'est-à-dire on consomme moins d'alcool, on consacre un budget plus important à l'alcool, mais on en consomme moins. Donc, ce qui veut dire qu'on consomme globalement un alcool de plus en plus premium, comme on dit, c'est-à-dire de plus en plus de qualité, de plus en plus cher, et globalement, en volume, on en consomme moins. En revanche, à La Réunion, et là où je vous rejoins, c'est que on a encore beaucoup trop d'accidentologie routière liée à l'alcool. Ce qu'il faut savoir, c'est que 60% des accidents mortels à La Réunion ont une cause d'alcool. Les deux causes d'accidents à La Réunion, c'est bien sûr l'alcool et la vitesse. Et l'alcool est impliqué dans 60% des accidents mortels contre 30% en métropole. Donc on a vraiment du travail à faire à La Réunion. Donc d'un côté, on consomme moins, mais on voit bien, et d'ailleurs on le voit tous les lundis quand on voit publier les chiffres des contrôles du week-end, que malheureusement il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors comment ça se fait que souvent on voit que les contrôles se passent régulièrement dans une zone bien établie, donc on le sait, hein, c'est pas inventé, c'est pas caché. Et il y a de plus en plus de contrôles, mais autant de personnes qui se font attraper avec de l'alcool et souvent des doses bien élevées. Alors est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce qu'ils n'ont plus peur de la loi? Est-ce qu'ils se disent je peux conduire, j'y arriverai jusqu'au bout, on ne m'attrapera pas assez pour les autres? Enfin, il se passe quoi en fait? Parce qu'à un moment, il y a vraiment des contrôles qui sont faits tous les week-ends. Oui, tout à fait. Alors je pense que, en fait, ce qui est efficace, c'est quand tous les acteurs se mobilisent. Les acteurs de la prévention, comme nous, notre association avec Modération, qui effectuons du travail de prévention sur le terrain, mais également les acteurs de la répression, que sont la gendarmerie, la police, etc. Donc en fait, c'est un travail combiné de répression et de prévention qui va fonctionner. Il se trouve que, en termes de répression, depuis maintenant environ 18 mois, il y a une énorme pression qui est faite sur les automobilistes qui ont bu. On le voit tous les week-ends, c'est finalement maintenant week-end bleu tous les week-ends. Oui. Donc vraiment, il y a une grosse pression qui est faite. En revanche, en termes de prévention, et là on le dit parce que nous, association, on est présents sur le terrain, mais malheureusement, il y a peu de moyens qui sont consacrés à la prévention. La France est très en retard, de toute façon, en général, comme pays par rapport au budget consacré à la prévention. Et à La Réunion, c'est un peu pareil, c'est qu'on manque un peu de moyens pour faire de la prévention sur le terrain. On va juste y revenir dans un instant. On va faire notre première coupure, puisque de toute façon, un des moyens de lutter contre l'alcool, c'est bien sûr de faire du sport. On va en parler maintenant. Oui, le sport aide à la lutte contre les addictions. Ça, en tout cas, je l'ai vu avec David Mété sur le... Mais en tout cas, on le voit notamment chez les jeunes, c'est-à-dire développer le sport et ce qu'on appelle les compétences psychosociales permet d'éviter des situations d'addiction. On va parler de quelque chose qui aura lieu non pas le 9 septembre, mais le 10 septembre. C'est le Raid Tuituit. Donc c'est ce dimanche à la Redoute, donc c'est à Saint-Denis, que sera donné le départ de la 5e édition du Raid Tuituit. Thibaut Barognan, il a terminé 2e, je crois, dans une des courses de l'Ultra Trail de Mont-Blanc, dont la principale course s'est jouée entre Kylian Jornet et François Den. C'est François Den qui a gagné. Je rappelle que François Den a gagné 3 grands raids à La Réunion, Kylian Jornet en a gagné 2. Donc c'est 2 très grands coureurs, donc 2 montagnes. Thibaut Barognan, qui est arrivé ce matin, donc fait figure de favori de cette course Raid Tuituit, est arrivé donc ce matin. C'est notre info du jour. Amias Boitiès,
En tout cas, son nom ne vous dit rien, mais vous allez découvrir quelqu'un qui connaît bien son sujet, fait les choses en grand, sensibiliser les Réunionnais sur le développement durable, sur le devenir des Tuituites, oiseaux endémiques de la Réunion, faire découvrir les sentiers de l'île, et le tout en faisant du sport. Il faudra quand même être d'un certain niveau pour prendre part à la principale course du Raid Tuituit. Alors, le Raid Tuituit, c'est une course qui est composée de 4 événements. Donc le Raid Tuituit, 31 km, qui se décompose également en relais 14 plus 17, mais également donc, le mini-raid 9 km et la randonnée 9 km. Ces 4 courses s'adressent à quel public ? À toute la famille justement, c'est pour ça qu'on a ouvert 4 événements. Donc le Raid Tuituit, 31 km, est plutôt pour les sportifs aguerris. Le relais pour ceux qui veulent le partager. Le mini-raid, c'est plutôt pour les jeunes, ceux qui veulent découvrir le trail qui est à partir de cadet. Et la randonnée, c'est pour toute la famille, c'est ouvert à tous. Il faut juste un certificat médical pour la pratique de la randonnée. Alors la principale difficulté vraiment c'est la gestion de course, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas partir trop vite. Tous les ans on voit certaines personnes partir beaucoup trop vite dans la montée du Colorado et arriver dès le 2e ou 3e ravitaillement entamé, et là après ils sont incapables de relancer quand la course demande de la relance et ils perdent énormément de temps et surtout mentalement ça les attaque parce qu'ils n'arrivent pas à avancer dans des parties où ils devraient avancer. Donc vraiment c'est une course qui demande beaucoup de gestion et demande aussi une capacité à avoir de la vitesse, à relancer dans les parties où on doit courir à 16-17 km/h. Cette année, on a la chance d'avoir un plateau quand même assez fourni. Donc on a notre invité métropolitain Thibaut Barognan, qui sera vraiment notre tête d'affiche. Et au niveau des locaux, on est quand même bien garni. On a le vainqueur de l'an dernier, Juanito Lebon, donc qui je pense pourra bien chatouiller Thibaut, surtout dans les parties de montée. On a également la confirmation de la présence de Gerardo Troulès, donc qui est un des meilleurs trailers réunionnais, un excellent coureur capable d'aller aussi vite sur du 10 que sur du long. On a la confirmation de la présence de Sagnon Surfa, tout juste vainqueur du Camélia Raid et du marathon de la Corniche. On a aussi normalement la présence à confirmer de Mohamed Safawi. Donc là pareil, vainqueur très récemment de la boucle parapente, aussi à l'aise sur du 10 km que sur du trail court. Donc là voilà, on a quand même un bon top 5. On a également des jeunes qui seront là cette année. Donc on a Vivien Dubois qui est un des meilleurs jeunes de l'île, membre du team Salon Espoir. Normalement Laurent Berriou a confirmé, membre du team également Salomon Espoir. Donc ça c'est 2 jeunes qui à l'avenir seront devant ce que je viens d'annoncer. Jeudi dernier sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'OCC, 57 km avec 3700 dénivelés positifs. Comment ça s'est passé ? Bien. On avait un temps horrible par contre avec de la pluie tout le long, un terrain boueux, pas très chaud. Et je fais 2e donc plutôt bien passé. Ouais. Quelles ont été les principales difficultés sur cette course ? C'est une course qui est assez roulante, quasiment tout se court, il n'y a pas trop de difficultés vraiment techniques sur le parcours. C'est du single de montagne mais c'est largement praticable. Après c'est plutôt l'enchaînement des montées, en gros il y a 5 cols à passer, donc il faut vraiment arriver sur les 2 derniers cols avec un peu de fraîcheur pour pouvoir les passer, pour bien les passer. Et pas justement flancher et que ça revienne de l'arrière, c'est surtout ça la principale difficulté je pense. Quels sont les autres hauts faits d'armes de votre carrière sportive ? J'ai fait 7e à Cerzinal il y a le mois dernier aussi. C'est la 2e performance française sur les 44 dernières années, une belle perf. Après j'ai gagné pas mal de marathons en trail. Le Grand Canaria l'année dernière, la Skyrun, j'ai gagné 3 fois les Wings for Life, j'ai gagné le Red Bull 400 cette année, format un peu plus court. J'ai fait 3e à l'Ultra Trail d'Australie en mai, sur 50 km. J'ai gagné Serge Trail il y a 3 ans. Je suis plutôt sur des formats, on va dire courts, aujourd'hui entre 40 et 50.
Alors, je disais tout à l'heure que le sport, c'est un excellent élément contre les addictions, ou en tout cas, on le sait pour la cigarette. David Mété, sur ce plateau, qui est donc responsable du service addictologie du CHU de Belle-Pierre, on en a parlé sur ce plateau. Comment faire de la prévention? Là, je parle de sport. Est-ce qu'il y a des méthodes pour justement amener l'individu qui aime boire un coup, pas forcément alcoolique, mais qui aime bien faire la fête, à se dire quand on conduit, on ne boit pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 90% des consommateurs d'alcool sont des consommateurs modérés. On estime à peu près à 10% la population de gens qui ont un problème, qui sont alcoolodépendants et qui ne maîtrisent plus leur consommation. Sur ces 90%, on sait que l'alcool, c'est pas un produit comme un autre. C'est-à-dire l'exposition à l'alcool est régulier. Si après vous avez un facteur environnemental, un accident de la vie, un divorce, une séparation, la perte d'un emploi, vous pouvez être fragilisé et basculer dans une consommation que vous risquez de ne plus maîtriser. Donc pour savoir où on s'arrête, pour savoir, parce qu'on peut parler de modération, mais la modération c'est un mot un peu vague, nous on préfère parler de repères de consommation à moindre risque. C'est comme ça, c'est une façon un peu pompeuse de les appeler. C'est pareil, c'est plus long quand même. C'est un peu plus long, mais ce qui veut dire que de la même façon que sur la route, on a besoin de limitation de vitesse pour savoir à partir de quand notre vitesse peut être dangereuse pour les autres en cas de freinage, etc. De la même façon, nous on pense qu'il est nécessaire de donner des repères aux gens pour savoir à partir de quelle consommation ils prennent des risques avec leur santé. Donc c'est pour ça qu'on parle de nous de 2, 3, 4, 0, c'est-à-dire 2 verres d'alcool pour une femme, 3 pour un homme par jour maximum. On voit souvent tous les week-ends des gens se font régulièrement arrêter avec des taux d'alcool impressionnants quand même, ou pas, ça dépend ce qu'on a l'habitude de boire ou pas. Pour ces consommateurs festifs qui sortent les week-ends dans des bars, dans des boîtes de nuit, etc., on ne veut pas qu'ils prennent le volant alcoolisé. Enfin, on préférait qu'ils ne prennent pas pour ne pas tuer les autres. Est-ce qu'à côté de ça, on leur donne la possibilité de faire autant la fête sans qu'ils puissent prendre le volant? Moi, je sais que sur Saint-Gilles, il y a un endroit qui s'appelle Vol de nuit et qui fait ça. Mais vraiment sur des distances très courte en fait, il n'ira pas ni sur Saint-Pierre, ni sur Saint-Denis, ni etc. Ou sinon on prend un taxi, mais faut s'accrocher au niveau tarif quand même. Et puis alors nous, notre association, on est dans la promotion de la modération. Donc en fait, on n'est pas là pour proposer des taxis pour que les gens puissent boire à outrance. On est plutôt là pour les responsabiliser en disant il ne s'agit pas de stigmatiser le produit et l'alcool. L'alcool, consommer un alcool de qualité dans la convivialité et la modération, il n'y a pas de raison de le stigmatiser, ni un alcool au profit d'un autre. En revanche, consommer avec modération, ça veut dire faire attention à sa santé, ne pas basculer dans une consommation excessive ou dans une consommation ce qu'on appelle inappropriée, c'est-à-dire boire et conduire. Et c'est pour ça que nous, on met en place dans nos actions de prévention SAM, c'est-à-dire le conducteur désigné, que dans un groupe, à tour de rôle, quand on sort avec des amis, il y ait quelqu'un qui ramène tout le monde. Il faudrait en prendre un qui ne boit pas du tout, en fait, qui n'aime pas l'alcool. Parce que le but du jeu, j'ai eu droit, c'est pour ça que je peux en parler, de quelqu'un qui ne boit pas dans la soirée, en fait, il se fait chier vraiment. Il nous trouve très cons, parce que quand on a bu un peu, on devient con, on n'est pas très intelligent. Et que souvent, les soirées s'éternisent pas, parce que le NOA, comme on dit, ou le SAM, il a envie de rentrer. Et donc, voilà. Et on parle souvent maintenant de la légalisation de la drogue, par exemple, etc. Si on légalise, mais on le contrôle. Et le fait peut-être de les aider à pouvoir se transporter d'un endroit à un autre et jusqu'à chez eux sans que ça leur coûte moins, c'est une forme de contrôle aussi. Il y a des structures qui font ça. Il y a des taxis collectifs qui sont mis en place, qui existent. Il y en a plusieurs sur différents secteurs. Après, c'est un système qui est pervers. C'est un système un peu pervers parce que l'idée, c'est quand même nous, c'est l'ambition de notre association, c'est d'amener les gens à réfléchir sur leur consommation sans les stigmatiser. C'est-à-dire, le but, de toute façon, on le sait, les discours moralisateurs ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on parlait de répression et de prévention. En revanche, nous, quand on fait nos actions et qu'on a des animatrices qui vont venir s'adresser, on fait des tours, par exemple, aux terrasses de café, dans un quartier donné. Les animatrices viennent dialoguer avec les gens qui sont attablés en terrasse et viennent commencer à discuter. Vous êtes en train de boire un verre, vous passez une bonne soirée, vous avez déjà consommé combien de verres, vous comptez en consommer combien, habituellement vous buvez combien. Alors au début, on a droit à quelques blagues, parce que voilà, c'est ça. Et on a droit à quelques blagues. Et puis, au bout d'un moment, quand les consommateurs se rendent compte qu'on n'est pas là pour leur faire la morale, on est là simplement pour qu'une fois de temps en temps, ils se posent juste la question, quelle est leur consommation quotidienne d'alcool ?
Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a qu'une prise de conscience individuelle qui peut fonctionner et où on peut se dire finalement, boire comme un trou, est-ce que je passe une si bonne soirée que ça? Quel souvenir j'en ai le lendemain? Quelle image j'ai donnée de moi-même? Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on prône la modération, parce que le produit alcool, il n'est pas stigmatisé, c'est un produit qui est convivial, qui peut être extrêmement sympathique à partir du moment où il est consommé à bon escient, c'est-à-dire quand on conduit pas, quand on n'est pas enceinte, quand on n'est pas malade, et puis quand il est consommé avec modération. Donc, en fait, tout l'enjeu de la prévention, et ça prend du temps, et ça prend des générations peut-être, c'est de discuter comme ça avec les gens. Souvent pour l'environnement, maintenant on prend les enfants pour essayer de faire comprendre aux parents que l'environnement c'est important et tout. Alors vous, quel biais vous prenez? Alors nous, à part la discussion, je pense que c'est quand même relatif. Par la discussion, ces repères de consommation ils sont intéressants. Par exemple, nous avons des petites réglettes qui permettent de dire aux gens, voyez, vous pesez combien, vous mesurez combien, vous savez qu'à partir de tant de verres, vous serez positif. Vous savez qu'à partir de tant de verres, vous prenez des risques avec votre santé. Et l'idée, c'est simplement d'apporter de l'information aux consommateurs, pas de les stigmatiser. Vous parliez du SAF tout à l'heure avec vos invités. On sait très bien que les discours moralisateurs ne vont faire qu'effrayer les femmes enceintes qui sont malheureusement alcoolodépendantes. C'est avec beaucoup de patience, beaucoup de discussions, d'échanges, de persuasion et de confiance mutuelle qu'on arrive à parler de ça. C'est pas autrement, et c'est pas ni en faisant peur, ni en disant, en ayant des discours moralisateurs. C'est vraiment de l'échange, de la discussion, et pour pouvoir parler sans tabou de l'alcool. Non, je vais faire une petite coupure. Après, on va revenir. Il y a une chose qui est importante, puisqu'on parle d'accidents. On parle aussi. Il y a eu 36 morts, je crois, à ce jour sur la route de la Réunion. Il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a quelque chose qui, à chaque accident, sollicite, c'est le stock du sang à la Réunion, et actuellement on est en manque le stock a vraiment baissé et il manque beaucoup de O positifs. Donc c'est une situation qui montre aussi qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'accidents, donc il y a le besoin, on sent, continue à grimper. C'est dans le cadre d'un autre événement qu'on va parler de FS, donc l'établissement français du sang. L'autre événement sportif, et ça sera dans 2 semaines, cette fois-ci, ce sera le 17 septembre. Donc c'est un autre événement sportif est en préparation, c'est l'Ultra-Run. Ça sera donc entre Saint-Denis et Saint-André, si on va du nord à l'est. Nous avons rencontré l'un des participants à la collecte de sang, justement, qui a eu lieu ce matin à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis. Avant de donner la parole à Jean-Hugues Didat, qui va expliquer pourquoi lui donne du sang, nous allons faire un point sur la situation du stock de sang à La Réunion. C'est Céline Macquart, médecin, qui nous apporte ces précisions. En fait, on fait une collecte donc à la mairie de Saint-Denis. Donc c'est une collecte régulière. On vient régulièrement donc sur ce lieu, en sachant qu'on attend effectivement pas mal de personnes, puisqu'on en a déjà parlé dans la presse. On a des déficits dans nos stocks, surtout en ce qui concerne le groupe O+, et on a besoin que les gens continuent de se mobiliser. Je dis continue parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont venues vendredi et ce week-end, qu'on remercie. Mais ça ne suffit pas, il faudra continuer donc les efforts encore cette semaine et puis après continuer de façon régulière, bien évidemment. En fait, les stocks qui sont les plus concernés sont les stocks O positifs. On aurait besoin d'environ 200 poches donc 200 dons pour pouvoir faire face à des sessions qui sont importantes actuellement. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des besoins qui sont urgents par rapport donc au groupe O positif, mais à l'ensemble des groupes, pour ne pas déstabiliser le groupe O+. Il faut aussi que tous les donneurs viennent, que ce soit des donneurs réguliers ou alors des nouveaux donneurs et des personnes qui n'ont jamais donné. Donc l'appel est lancé. Donc en tout cas, il y a un besoin aujourd'hui de 200 poches. Apparemment, donc surtout en O+, donc pour ceux qui sont de ce groupe sanguin, donc de le faire, d'y aller. On va vous donner tout de suite donc un petit peu le programme, le planning de cette semaine en matière de collecte de sang. Voilà, vous l'avez donc demain, donc mercredi, donc c'est à la Maison des Pèlerins, elle est en Saint-Paul de 8h à 12h30. Jeudi 7 septembre à Jumbo Score, Savannah, Saint-Paul.
au CPI de Saint-Pierre également le jeudi 7. Le vendredi 8 septembre, c'est à Jumbo Score Savannah et à l'école de la Mare à l'Entre-deux. C'est des rendez-vous, j'espère que vous allez pouvoir honorer. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte souvent de la nécessité de donner son sang. Et parfois, on a l'impression que c'est très contraignant, mais bon, pour ceux qui le font, je ne pense pas que ça soit si contraignant que ça, et je pense que ça sauve surtout des vies. Pourquoi tu me regardes? Non, j'attendais une. Oui, mais moi je suis donneuse réponse régulière, donc effectivement de sang et de plaquettes. Oui, moi je peux encourager tout le monde à donner son sang. Ça prend pas beaucoup de temps. On est très bien reçus. Il y a des équipes formidables. Tout à fait. C'est vrai que c'est très bien reçu. Ce matin, j'ai interviewé un des donneurs. Il s'appelle Jean-Hugues Didat. Il a donné son sang. Et là, comme lui prépare en même temps sa participation à l'Ultra Run du 17 septembre, on lui a posé la question, est-ce que c'est pas une prise de risque? Est-ce que de donner son sang, c'est pas s'affaiblir un petit peu? Voici sa réponse. Alors, je donne mon sang parce que c'est vrai, il y a une forte demande pour les gens qui sont malades et accidents. Et aussi bien, si vous voulez, à mon âge, l'effort que j'ai eu au niveau du sport dans ma jeunesse, c'est-à-dire aussi bien athlétisme, 3000 mètres, lancer de javelot, cyclisme, football. Donc aujourd'hui, à mon âge, je pense que c'est mieux qu'on vienne et que se mobilise pour sauver les vies. Combien de fois vous donnez de sang par an? Alors donc 2 à 3 fois par an. Quoi il demande comme effort et puis comme sacrifice aussi de venir là et de donner de sang? Alors l'effort, il faut bien manger, il faut bien boire. Il faut boire environ 1 litre d'eau avant de donner notre sang. Être en forme physique et ne pas avoir des problèmes de santé. Vous disiez qu'on a un passé de sportif, ça veut dire que vous continuez à pratiquer le sport? Je continue à pratiquer le sport. Et alors, de plus, mon fils s'entraîne sur la Redoute, là, dans un club. Donc on l'accompagne et on fait l'effort, on fait aussi des footings et d'endurance. Et là, on se prépare, bien entendu, pour Ultra Run qui aura lieu le 17 de Saint-Denis jusqu'à Saint-André. Comme je donne mon sang aujourd'hui, moi je serai dans l'organisation et je ferai un groupe de marche avec mon association Fraternité au sein. Voilà, ça c'est sur le sujet, sur le sang, on va changer pour essayer d'être un petit peu plus pour rajeunir un petit peu plus, je dirais, cette information. Ça devient un petit peu une manière de faire à chaque fin d'année scolaire. Il y a des établissements scolaires qui aiment remettre dans un cadre un peu festif des diplômes à leurs bacheliers. Donc on va faire un tour du côté du lycée Sardar Garriga à Saint-André, où l'équipe éducative a voulu faire une petite fête pour remettre à leurs élèves, aux bacheliers, leur diplôme, voir un petit peu. Et parfois, il y a quand même des jeunes qui s'intéressent et qui viennent. Et puis c'est l'occasion aussi de remercier tout le monde et de féliciter tout le monde. Recevoir le premier diplôme universitaire de votre vie. Et donc à cet instant, moi je pense à vos professeurs, conseillers principaux d'éducation. Je pensais aussi également à vos parents. Je crois que nous pouvons les applaudir et les remercier. Bravo. Lorsqu'on remet les diplômes aux élèves, qu'est-ce que le professeur qui a participé, qui a accompagné, qui a contribué à ce succès de l'élève ressent? En fait, c'est une certaine fierté de leur remettre le diplôme, parce que c'est des élèves qu'on a suivis pendant 1 an. Si les élèves, on les a vus uniquement en classe de terminale, ou ça peut être des élèves qu'on a suivis pendant 3 ans, qu'on a eu en seconde, qu'on a eu en première et qu'on a eu en terminale. Donc on est content de les accompagner jusqu'au bout, et on est content de leur donner en fait les bases pour leur permettre de réussir dans le supérieur. Donc ce diplôme, ça leur permet justement d'ouvrir cette porte qui va leur accéder aux études supérieures. Beaucoup de joie, de bonheur et de fierté, parce que ça a été quand même une année de challenge, pour amener ces élèves jusqu'au baccalauréat et surtout de les voir réussir. Donc d'être là ce jour-là, c'est vraiment on peut dire la cerise sur le gâteau, Lorsqu'ils ont leur bac, lorsqu'ils s'en vont comme ça, qu'est-ce que l'agent polyvalent ressent? On est content pour le lycée,
que c'est une gloire d'avoir la réussite des élèves, le pourcentage, et pour nous aussi. C'est une certaine satisfaction de n'avoir pas été en fait un effet limitant et donc de voir que bon nombre d'entre eux arrivent à réussir en présence du professeur, quel que soit le professeur. Et puis c'est aussi le début des études supérieures, des projets et finalement de la mise en œuvre de ces projets. Depuis que tu as eu le bac, comment la vie a continué ? Ça change pas grand-chose, puisque c'est juste qu'on a plus de choses à faire, on est plus indépendant, on a des papiers à faire nous-mêmes, voilà quoi. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Moi je suis en licence STAPS et après j'aimerais bien devenir prof de sport, bien un jour devenir un grand sportif. Je vais bientôt rentrer en école de commerce, donc je suis super contente. Ce sera sur Paris en fait. Déjà j'aimerais bien faire mes études, c'est super important. J'ai toujours voulu faire une école de commerce. Puis plus tard j'espère avoir un beau poste et tout grâce à ma formation. Eh bien, concernant le lycée Sarda-Garriga, nous avons d'excellents résultats pour cette promotion de la session 2017 du baccalauréat. En effet, nous atteignons des taux de 93,1% pour nos jeunes, toutes séries confondues, soit environ 3 points au-dessus donc, de la moyenne académique. C'est toute une communauté scolaire qui se mobilise pour la réussite de nos jeunes, donc notamment en s'appuyant fortement sur le projet d'établissement. Autrement dit, c'est une réussite qui s'échelonne sur plusieurs années, avec une grosse mobilisation, comme je viens de le dire, des enseignants, du personnel administratif, du personnel de santé sociale également, et aussi du personnel ouvrier technique et de service. Donc une bienveillance qui, au cours des années lycée, font que nos jeunes font une scolarité au sein du lycée Sarda-Garriga qui soit à la fois harmonieuse et aussi, je dirais, porteuse donc, de succès. Donc on retrouve sur le plateau avec Amélie Fricker, avec modération. Et là, bien sûr, là on ne parle pas de l'effort au travail, on parle de l'alcool. Là, il y avait une question de Jessica. J'ai oublié, je suis blonde, tu sais, 10 minutes entre deux. Non, je rigole, je me rappelle. Tout à l'heure, tu disais, on se tutoie, tu disais que vous passiez par la discussion auprès de personnes qui buvaient un verre et tout. Quand on voit les chiffres du week-end, un gros pourcentage comme ils sont arrêtés, retraite permis, etc. Ce qui fait que ça, c'est les chiffres arrêtés. Ce qui veut dire qu'il y en a 5 fois plus. Est-ce que vous êtes assez nombreux pour avoir la discussion avec les personnes qui boivent ou pas? Alors non, c'est sûr qu'on n'est pas assez nombreux. Parce que quand on voit les chiffres, c'est énorme. Alors s'il y a 2 personnes dans la discussion, vous allez peut-être en toucher un ou deux. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le secteur de la prévention contre l'excès d'alcool, on est drôlement seul dans le tissu associatif. C'est-à-dire que finalement, ce qui existe aujourd'hui et ce qui est financé par les pouvoirs publics aujourd'hui, ce sont des acteurs sanitaires qui s'occupent de la prise en charge des personnes alcoolodépendantes. Nous, on ne s'adresse pas à ces personnes-là. On laisse évidemment cette population-là de personnes qui sont en situation critique avec l'alcool aux professionnels de santé. Nous, on s'adresse au grand public et si possible, là où ils consomment. Donc, comme je l'ai dit, on va voir les gens qui sont attablés aux terrasses des cafés, des restaurants. On va sur les aires de pique-nique, on va dans les hauts, on va dans les bas. Mais évidemment, on ne peut pas être partout sur l'île en même temps tous les week-ends. Donc, évidemment, c'est peut-être une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau qui est importante. Là, pendant 6 semaines, pendant les congés juillet-août, donc c'est des moments où on se rassemble beaucoup en famille, il y a beaucoup de pique-niques, il y a beaucoup de sorties en discothèque pour les jeunes. Donc on essaye d'être présent comme ça en discothèque, en restaurant, dans les aires de pique-nique. On a, sur une période de 6 semaines, on a touché 2300 personnes. Alors 2300 personnes sur, je sais pas, 840 000 habitants. Peut-être en âge de consommer de l'alcool, ça fait un peu moins. Mais évidemment, c'est pas beaucoup. Mais si on le fait pas, nos messages peuvent pas être portés. Donc,
on y croit. Après, effectivement, la France est très mal lotie en matière de financement de la prévention contre l'excès d'alcool, contrairement à certains pays qui consacrent plus de moyens. En France, on est en train de se demander est-ce qu'il faut modifier la mention sanitaire sur les publicités, ne pas mettre l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mettre l'alcool représente des risques. Bon, on peut comme ça réfléchir pendant des heures sur la question de la mention sanitaire. Nous, on pense que ce qui est beaucoup plus efficace, c'est d'aller au contact des gens et des consommateurs sur le terrain, encore une fois sans les stigmatiser, mais pour parler d'alcool sans tabou. Donc nous, on n'est pas assez nombreux. Vous lisez, vous, les petites écritures qui sont partout ou pas ? Alors, les professionnels de la communication, du marketing se plient de toute façon à cette obligation, à cette contrainte. C'est une contrainte, c'est la loi. Est-ce que le consommateur s'y a-t-elle le livre réellement, s'y a-t-elle vraiment à le regarder ? Alors, parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Elles sont toutes petites, mais la vraie question, c'est est-ce que la prévention doit se faire de cette façon-là ? Déjà. Nous, par exemple, nous organisons chaque année, un petit peu avant Noël, Nouvel An, nous mettons en place une campagne d'affichage en affiche 4x3 sur l'ensemble de l'île pour sensibiliser au moment des fêtes, au moment des sorties, au fait de désigner un conducteur qui restera sobre durant la soirée. On le fait parce qu'on pense que c'est important et qu'il faut marteler le message. Mais on pense que ce qui est beaucoup plus efficace, c'est d'en parler concrètement aux gens. Parce que quand on se parle là, vous, moi, les gens que vous aimez, vos enfants, vos frères et sœurs, les cousins, les tatis, les parents, etc., vous n'avez aucune envie qu'il leur arrive du mal sur la route. Ceux qui causent des accidents mortels à cause de l'alcool n'ont aucune envie qu'il arrive quelque chose de mal à leur famille, et pourtant ils prennent des risques inconsidérés. C'est bien parce que les mentalités doivent changer, que des prises de conscience doivent se faire. Et pour ça, on peut marteler des messages en termes de publicité. Nous, on pense que c'est plus important de discuter, d'échanger et d'informer. Et d'informer en apportant des repères, parce que si on ne donne pas de repères, la modération en soi, ça peut être subjectif. Une personne peut vous dire l'excès, ça démarre à 6 verres et une autre à 2 verres. Donc, ça démarre à combien de verres exactement ? L'excès démarre, donc ça c'est les médecins qui le disent. Il y a un rapport de l'INCa, c'est-à-dire l'Institut national contre le cancer, qui a été publié au mois de mai 2017, qui le rappelle. Globalement, on part sur une moyenne hebdomadaire qui représente 2 verres, au-delà de 2 verres d'alcool pour une femme, elle prend des risques pour sa santé. Mais 2 verres d'alcool de quoi ? Parce que moi, si je prends de pression ou de whisky, au niveau de l'alcool... Nous avons eu la même discussion la dernière fois que je suis venue sur ce plateau. Alors, je vais refaire une piqûre de rappel. Quand on parle de verres d'alcool, en fait, on compare des verres tels qu'on les sert au restaurant. C'est-à-dire, un verre de bière de 25 centilitres va contenir autant d'alcool que le petit verre de whisky à 3 centilitres. C'est la même quantité d'alcool qui est présent dans ce qu'on appelle des unités d'alcool. Donc, quand on parle de verre, on parle de ces verres-là. On ne parle pas du punch bien tassé dans un grand gobelet de tonton René, le dimanche à la plage. On ne parle pas de cela, on parle de ces verres-là. Donc, c'est 2 par jour pour une femme maximum, 3 par jour pour un homme maximum. Et 0, évidemment, quand on est enceinte, vous l'avez expliqué avec vos invités précédents, on ne prend pas le risque de boire quand on est enceinte, on ne prend pas ce risque-là. Et puis quand on conduit, parce que de toute façon, quand on conduit, et il suffit de regarder par exemple les jeunes conducteurs, avec le permis probatoire, aujourd'hui le permis a changé, le permis de conduire ça a changé, avec le permis probatoire, un jeune peut dépasser l'alcoolémie légale avec un seul verre d'alcool. Autant pas prendre le risque et qu'ils ne boivent pas du tout. Donc on part vraiment du principe que quand on conduit, on ne va pas boire. Donc ça, c'est des changements de mentalité qui prennent du temps, mais de la même façon sur notre île qu'on sert encore, il y a trop d'établissements qui servent de l'alcool à des mineurs. Et pourtant, la loi fait que, la loi dit que, même ici, c'est interdit. Et pourtant, la loi a même changé en 2016, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gestionnaire d'établissement doit pouvoir faire la preuve de la majorité du consommateur. C'est-à-dire que normalement, on en arrive, comme on voit dans certains pays anglo-saxons, il faudrait exiger la carte d'identité à un consommateur dont on se dit qu'il peut... On a un doute. C'est délicat à La Réunion quand même, parce que on a l'impression qu'ils sont mineurs, alors c'est délicat. Et certains rétorquent que si c'est pas le jeune qui achète, ça va être son copain majeur qui va acheter pour toute la bande. Peut-être, mais il faut bien commencer par quelque chose et commencer par appliquer la loi, tout simplement. Finalement, aujourd'hui, on a l'impression, avec la coercition et surtout les règles qui sont de plus en plus contraignantes, finalement, on arrive à un moment où
plus boire finalement. Il vaut mieux opter pour le choix de dire on arrête même un verre parce que finalement, même là, il y a un risque. Tais-toi, tu vas te mettre tous les commerçants à dos, tu vois. Non, mais nous représentons aussi les producteurs et importateurs. Donc moi, je ne vais pas vous dire que l'alcool est dangereux en tant que tel et qu'il faut stigmatiser le produit. On stigmatise certaines situations et certains comportements. Donc l'idée, c'est évidemment, moi je pense qu'on peut consommer de l'alcool en étant responsable pour conserver de la convivialité, parce que franchement, boire avec excès, ça n'a pas jamais rendu les fêtes plus passionnantes ou les discussions plus passionnantes. Ou encore même passionnant. Rien que le corps, il devient plus passionnant. Voilà, il y avait une campagne il y a quelques années, il y a 2-3 ans en métropole, qui était assez intéressante, qui était destinée aux adolescents et qui illustrait ce que l'excès d'alcool pouvait faire. C'est-à-dire, en gros, les ados qui ont trop bu, c'est difficile de draguer les filles quand on a trop bu, on n'est pas spécialement à notre avantage, on se souvient plus trop ce qu'on a fait, on a pu se ridiculiser, voire on s'est fait faire les poches et on s'est fait piquer son argent, voire on s'est vomi dessus, voilà, que des choses pas très sympathiques. Donc il y avait une campagne il y a quelques années qui s'appelait Serial Buver, Social Loser. C'est-à-dire qu'en réalité, l'idée de cette campagne était de ringardiser l'excès d'alcool. Après, non, consommer une bonne bière fraîche quand il fait chaud, un bon verre de vin avec un bon repas, à partir du moment où c'est dans la modération, dans la convivialité, dans la qualité, il n'y a pas de souci. Est-ce que cette campagne, elle a eu un retour positif sur les jeunes en tout cas? Oui, en fait, elle était complétée par un jeu en ligne où on pouvait choisir, on choisissait un avatar et les jeunes pouvaient jouer en ligne et donc ils étaient confrontés à des situations où c'était un peu encore où j'arrête l'alcool. Donc c'est intéressant. L'idée évidemment, c'est de rendre la prévention aussi un petit peu ludique. Je vous disais tout à l'heure que les discours un petit peu formalistes, ça marche pas. Par exemple, on est en train de faire l'acquisition, nous, de lunettes pour tester des alcoolémies, pour rendre les actions de prévention assez parlantes. On arrive à la fin. En tout cas, merci, Amélie Ricard. Donc on rappelle, avec modération, on rappelle encore une fois que c'est vrai, et sur ce qu'il vient de dire Amélie Ricard, ça ne vaut pas la peine pour un moment de gaieté, d'avoir autant d'années de remords pour tout ce qu'on peut faire de mal après avoir bu. En tout cas, merci. Merci à vous. Cette discussion, c'est peut-être une goutte d'eau dans ces échanges sur l'alcool. En tout cas, cette prévention, cette lutte contre l'alcoolisme, surtout au volant, une goutte d'eau, peut-être, mais on espère que certains prendront de la bouteille. Merci à vous. On va juste rappeler qu'à de 19h45 à 20h45, il y a Top Sport avec Yves Morel. En espérant que là aussi, votre animateur et présentateur Yves Morel a de la bouteille, donc j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir de suivre Top Sport. Nous, on vous dit bon début de soirée sur Télé Créole. À demain.